Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Aubé et bienvenue à un autre épisode d'Horizon Stratégique. Cette semaine, un petit topo sur l'Ukraine qui vient d'élire un tout nouveau président qui, on va se le dire, a du pain sur la planche. Et en deuxième partie, on se tourne vers les États-Unis pour parler un peu de politique, rapport Mueller, possibilité d'impeachment et finalement, peut-être un regard sur les élections présidentielles de 2020. Avec nous pour la discussion, nos deux cofondateurs d'Horizon Stratégique, Simon Pagé de Varenne et Jonathan Wade. Bonjour. Comment ça va, les gars? Moi, ça va très bien. Ça fait longtemps que j'ai été là, mais bravo d'avoir tenu le fort. Puis, Colin, fait plaisir d'être un matin pour prendre un petit peu de temps pour ne pas étudier alors que je devrais effectivement être en train d'étudier. Donc, c'est pas grave, je devrais être en train de faire la même chose. La vie universitaire. Moi aussi, ça va bien, là, ma vie de retraite et tout. La retraite te va bien. Pas trop épuisant. Non, comment vont les 12 chats, Joe? 14. 14? Alors, c'est pas ça trop fort la MAPAC. Commençons, chers amis, commençons. Allons-y. Ukraine, un pays de 45 millions d'habitants, aux portes de la Russie et de l'Europe. En même temps. J'ai fait mes petites recherches là, avant l'émission. Non, mais quand même, l'Ukraine vient d'élire un président assez particulier. Ça s'est déjà vu par le passé, ceci dit. Un acteur, le dénommé Volodymyr Zelensky. 41 ans, donc très jeune, très charismatique, qui a été le personnage principal d'une série dont j'ai oublié le nom. Salut de la Nation, un truc comme ça. Et il jouait le rôle d'un président. Dans cette série-là populaire. C'est sa seule expérience politique. Pour vrai. C'est vraiment sa seule expérience politique, c'est d'avoir joué le président ukrainien dans cette série-là. C'est quand même particulier, je veux dire, ça mériterait d'en faire une série. Ce serait genre... c'est 11e niveau d'Inception. Là, oui, c'est ça. Non, mais n'empêche, donc il a quand même chamboulé un petit peu les attentes, comment je peux dire ça? Il a renversé la tendance politique en Ukraine où est-ce qu'on avait une suite de leaders rattachés de très très près à la classe des oligarques, là, comme on les appelle, donc l'élite économique qui a un peu repris le pays à la chute de l'Union soviétique, qui ont procédé à la transition rapide et presque sanguinaire vers le capitalisme. Et c'est donc eux qui... C'est une petite élite qui détiennent vraiment les richesses dans pas mal tous les pays de l'Union soviétique. De l'ex-Union soviétique. L'ex-Union soviétique, dont la Russie, à proprement parler. Donc, il déloge le président sortant Petro Poroshenko, qui justement faisait partie de cette classe d'oligarques-là. Comment je parle de ça? Son règne avait commencé à la suite de la crise ukrainienne 2013-2014, s'il y en a qui se souviennent, qui avait mené ensuite à l'annexion de la Crimée, qui est un peu l'espèce de référent. Quand on rappelle à la crise ukrainienne, c'est toujours là qu'on revient. Poutine qui envahit la Crimée et qui étend sa sphère d'influence un petit peu plus à l'ouest. Alors, que dire de ce Volodymyr Zelensky? Avez-vous des opinions sur le nouvel élu? Ben, en fait, moi, personnellement, je pense que c'est une élection populiste, claire et nette. Je veux dire, il y a personne qui connaissait dans le milieu politique, là, donc c'est vraiment, on a voté pour quelqu'un qui a des valeurs pro-occidentales, qui était... En fait, qui était pour l'Euromaïdan aussi, là, pour la transition justement du gouvernement ukrainien vers un gouvernement un peu plus pro-Occident et non un gouvernement pro-russe. Donc, il a été vraiment très... il a parlé beaucoup en faveur de l'Euromaïdan, là, surtout dans son rôle étant comédien, étant connu. Donc, c'est sûr qu'il a utilisé ça. Quand tu parles d'Euromaïdan, je suis pas sûr de comment... Est-ce que tu fais Maiden, le mot anglais, ou Maïdan, la ville? Okay, ouais. Non, mais c'est Euromaïdan, là. C'est vraiment tout ce qui a été l'occupation en 2014. Ben, en fait, en 2013-2014, où on a vu que, tu sais, l'ancien président avant Poroshenko, Yanukovych, a même fait appel à l'armée, a pris des mesures de guerre, le fait qu'il y a eu des affrontements entre la police et des militaires ukrainiens contre les civils. On a vu des morts des deux côtés. Ça s'est rendu là. C'était, on peut
presque qualifier ça de guerre civile. Ben, revenons-en justement un petit peu à cette guerre civile-là, parce que ça fait longtemps, c'est sûr que c'est plus trop d'actualité, mais en même temps, vu que là, on a un nouveau président qui vient un peu refaire les cartes, comme je disais au début, il y a beaucoup de pain sur la planche parce que la situation est loin d'être réglée là, en Ukraine. Il n'y a pas aucune situation qui a été réglée en Ukraine, ben honnêtement, depuis 2014. Mis à part peut-être un soutien un peu plus concret des alliés de l'OTAN. On a des soldats canadiens en Ukraine présentement qui sont en train d'entraîner les troupes ukrainiennes. On a des Américains, des Britanniques. On voit... au niveau de la politique intérieure, il n'y a pas beaucoup de changements. En fait, il y a beaucoup de changements, mais il n'y a rien qui progresse, on peut dire. Là. On voit le Donbass. Comment je pourrais dire ça? Militaire, là. Mais même les positions géographiques même au niveau, gérants, si oui, effectivement. Même au niveau politique, on a vu... il y a eu des essais de réconciliation, si on veut, avec les accords de Minsk, on en parlera tantôt. Mais on voit les régions autonomes qui est en Louhansk puis au Donetsk qui fait partie du Donbass en fait là, qui... Le Donbass, c'est la région vraiment qui s'est détachée là, un petit peu de l'Ukraine puis qui fait un petit peu en sorte qu'on peut parler de guerre civile, vraiment de séparation, parce que c'est la partie vraiment pro-russe. Oui, effectivement. C'est la majorité des gens qui habitent dans le Donbass, c'est des russophones, premièrement. Donc, il faut comprendre que c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus d'attaches au niveau de la Russie, particulièrement parce que l'année passée, Poroshenko, le président sortant, avait passé une loi comme quoi que le russe ne pouvait plus être utilisé dans des documents officiels en Ukraine. Poroshenko, donc, était... lui aussi un président pro-Union européenne. Oui, même énormément, là, je veux dire. Puis, rapidement, là, parce que je sais que dans la campagne électorale, Poroshenko, en fait, faisait une espèce il me semblait, un référendum quasiment contre Poutine. C'est-à-dire, disait, je veux joindre l'Union européenne, je veux joindre l'OTAN. Ce sont quand même deux choses qui sont énormes. Puis on en a parlé pendant un bout de temps. Est-ce que l'Ukraine va joindre l'OTAN? Puis c'est comme, non, probablement pas. Mais lui, vraiment, en a fait une espèce d'enjeu de campagne. Est-ce que le nouveau président s'est prononcé là-dessus? Parce que si l'Ukraine joint l'OTAN, l'espèce d'encerclement de la Russie, en qui est perçu, puis je pense qui est objectivement observable sur une carte du monde, va être quasiment complet. Il va rester la Biélorussie, là, qui est un allié à la Russie. Mais est-ce que le nouveau président s'est prononcé là-dessus? Parce qu'il semblait être pro-Union européenne, pro-Europe, mais entre ça et l'OTAN, il y a quand même un certain écart. Pro-Union européenne, oui. Pour l'OTAN, un peu. Je veux dire, il y en a pas. Ça n'a pas été un gros sujet, en tout cas selon moi, un sujet d'importance capitale au niveau des élections en Ukraine, parce que la situation intérieure ou locale, si on peut dire, est tellement tendue et tellement problématique que les questions de joindre une alliance militaire, malgré le fait que même Poroshenko l'a réutilisé, ça, on veut joindre l'OTAN parce que là, en plus, on a des troupes ici. Mais les gens voulaient plus entendre parler de qu'est-ce qui serait réglé au niveau de l'Ukraine. Donc, évidemment, l'intégration à l'Union européenne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret. Pour le citoyen ukrainien. Dans la vie de tous les jours, t'intégrer à l'Union européenne va avoir beaucoup plus d'influence que t'intégrer à l'OTAN. Effectivement, là, mais on va voir un exode incroyable. Si demain matin ça l'arrivait, j'ai l'impression qu'on verrait un exode incroyable des professionnels ukrainiens qui feraient juste quitter le pays puis ils se rendent en France, en Allemagne. En fait, après, par rapport à ça, dans la zone, c'est mêlant un peu. Il y a la zone euro, la zone Schengen, l'Union européenne qui sont pas toutes la même chose. Mais je pense que au moment où un pays joint l'Union européenne, pour éviter ce phénomène-là, justement, il y a une période tampon de quelques années. Oui, ce qui fait que tu n'aurais pas un exode nécessairement immédiat, mais effectivement, c'est un peu le risque. Puis en ce moment, c'est partenariat de libre-échange avant de devenir la vraie union douanière. Exact. Là, je vais tomber dans les complots d'islamo-gauchistes, un peu, mais au UK... Attends, on a Éric Duhem. Oui, c'est excusez. Mais en fait, au UK, la plupart des immigrants sont roumains, polonais. C'est pas ce que les gens pensent. C'est-à-dire que il y a cette idée-là que c'est des gens du Moyen-Orient. Pas du tout. L'immense majorité, c'est des gens qui sont au sein de l'Union européenne. Effectivement, leurs pays ont joint l'Union européenne, puis éventuellement, ils sont allés travailler au Royaume-Uni. Mais surtout, ça, pour revenir un petit peu là, à Zelensky,
Oui, c'est ça. Ouais, c'était ça. Oui, les noms d'Europe de l'Est, quand même, je veux m'assurer de les prononcer comme il faut. J'ai l'impression que sa campagne a été moins au niveau vraiment de la substance, puis du plan concret, comme on parle. Oui, il est peut-être pro-Union européenne. L'OTAN, bon, c'est moins clair parce que, tu sais, comme tu dis... c'était pas un enjeu important. C'est pas un enjeu aussi important que l'avenir économique du pays. Bon, ceci dit, j'ai l'impression qu'il se place quand même au niveau de l'image comme quelqu'un qui va réconcilier l'Ukraine divisée. T'sais, il parle russe chez lui. Il parle couramment les deux langues. Son adresse est faite. Son annonce voyons, qu'il allait participer à la campagne, qu'il allait se présenter. C'est fait en russe. Donc, il va vouloir s'attirer la sympathie quand même des gens pro-Russie. Fait que je sais pas à quel point il va comment je pourrais ça, être si ardemment un allié de l'Union européenne. T'sais, est-ce qu'il va réussir à se positionner de façon un petit peu plus indépendante vis-à-vis de l'Occident pour créer cette Ukraine-là un petit peu, tu sais... C'est un équilibre qui est extrêmement difficile à jongler dans ce cas-là, fait que, comme tu dis, là, parce qu'effectivement, si t'es perçu trop pro-Union européenne, nécessairement, les gens dans l'Est vont... Après ça, on peut parler un peu de la nouvelle loi, je pense, russe, où je pense on donne la citoyenneté de manière beaucoup plus facile. Le processus est comme un peu expédié pour les gens qui sont dans le Donbass. Donc, je pense qu'effectivement... On va y revenir un petit peu plus en détail, justement, c'est parce que tu fais référence à quelque chose qui est un peu... tu vas avoir l'Union européenne, une grosse force d'un côté, puis la Russie, une grosse force de l'autre. Les deux vont adopter des stratégies pour attirer dans son giron absolument. Effectivement, l'Ukraine. Ça, c'est clair. Puis, bon, fait, dans le fond, la Russie, qu'est-ce que tu disais? Juste pour replacer un petit peu l'auditeur, en parler trop vite. Là, rapidement, Joe peut me corriger là-dessus, mais je pense que hier ou avant-hier, je pense que c'est littéralement à l'aube de l'élection du nouveau président, que la Russie, je pense, officiellement va pouvoir accueillir comme citoyens ou résidents permanents des individus qui viennent de la région du Donbass. Voilà. Puis je pense que l'idée, c'est probablement de dire, regardez, si on vous pousse à l'extérieur, entre guillemets, on va vous accueillir. Pays, nous, on vous accueille parce que vous êtes peut-être un peu partie des nôtres. Mais puis là, je disais justement sur ton fabuleux dans Google Drive, Fred, qu'effectivement, l'équilibre est difficile. Puis l'équilibre est difficile pour l'Ukraine, mais aussi des pays comme l'Allemagne, qui reçoivent la majorité de leur pétrole, leur gaz de la Russie. Ben, si l'Ukraine reçoit 58% de son pétrole directement de la Russie, il ne peut pas vraiment se permettre de se la mettre à dos réellement. C'est-à-dire que nécessairement, ils doivent continuer à avoir une bonne relation. Donc, je pense que il faut jongler avec je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop affirmer l'espèce d'idée pro-Europe, parce que sinon, effectivement, tu as la possibilité de te mettre à dos Poutine. Puis je pense que l'OTAN, on oublie ça, mais parce que ça serait la freaking fin du monde. Déjà qu'effectivement, le Canada et d'autres pays entraînent des troupes en Ukraine, c'est quand même c'est une proxy war, là, c'est une guerre de proxy, une guerre à proximité quand même. Là, fait que... oui, effectivement, là, mais c'est sûr que je peux pas voir l'Ukraine joindre l'OTAN. Ça, c'est impossible, je veux dire. Avoir déjà que la Russie a une partie de sa frontière qui touche les pays de l'OTAN. Ouais. On parle de l'Estonie, on parle même du Canada, parce qu'il ne faut pas oublier que le Canada et la Russie sont voisins via le cercle polaire, là, via l'Arctique. Là. C'est quelque chose que on oublie, puis on le voit. Il faut regarder sur un globe terrestre pour le voir. Parce que sur une carte monde, ça paraît pas, mais effectivement, sur un globe, on le voit. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun, tu peux le tourner et dire, moi, je m'en vais là. En tout cas, excusez. Mais non, c'est ça. Donc, il y a davantage... Zelensky avait davantage intérêt à vraiment focusser son discours sur l'économie, que justement aller parler de l'OTAN, parce que là, en parlant de l'OTAN, qu'est-ce qui arrive? Là? Bon, mais là, on va commencer à reparler de la Crimée, du Donbass, puis il faut comprendre que ça reste des échecs pour le gouvernement ukrainien. Okay. C'est des échecs, là, c'est des pertes de territoire. Tu t'es fait annexer ton territoire. Tu t'es fait annexer ton territoire puis tu n'as rien fait. Tu te bats depuis bientôt 4 ans dans le Donbass. Tu vois plus de 10 000 civils qui sont morts. Il n'y a comme pas eu de progression, si je comprends bien. Il n'y a absolument pas de progression. Peu, la ligne de front là, en 2019, aujourd'hui... Là, pratiquement pareil. Pratiquement pareil. Là, est-ce qu'il y a vraiment des affrontements armés depuis 4 ans sans aucun mouvement des deux côtés? Oui.
Vraiment, là, on a vu les séparatistes, à un moment donné, prendre plus de régions. Là, il y a eu des offensives ukrainiennes un peu plus. Mais lors des offensives, voyons, des rebelles, c'est là qu'on a commencé à voir des supposés déplacements de troupes russes puis qui étaient supportés par du matériel russe. Mais depuis ce temps-là, des combats à tous les jours. On n'en entend plus parler parce que c'est rendu normal. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, une statistique, 2 morts par jour. Puis... Ouais, c'est ça. En 2014, on entendait parler qu'il y avait eu un soldat ukrainien qui était mort dans le Donbass où il y avait eu une attaque. Mais aujourd'hui, c'est au quotidien. La question des soldats russes déguisés là aussi, si je me souviens bien. Ouais, les polite people. Ça, c'est en si Crimée. On tire le flag, it's a Russian flag. c'est ça. Mais non, mais même sa patch croche par-dessus puis j'ai son drapeau russe. Non, il l'a mis de côté puis il dit qu'il vient de la Serbie. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est niaiseux, mais c'est en 2014, on voyait des soldats en Crimée équipés. Je veux dire, puis là, je vais y aller un peu plus je vais faire mon moment geek là. L'équipement que les Russes portaient en 2014, que les polite people, qui s'appelaient les soldats polis parce qu'ils étaient gentils avec tout le monde, c'est un kit qui s'appelle Ratnik. Okay? C'est une nouvelle génération d'équipements russes. Donc, c'est un nouveau camouflage, il y a des nouvelles vestes, des nouveaux casques et tout et tout. Puis on s'entend, à ce moment-là, les seuls soldats qui avaient accès à ça, c'est le VDV, qui est les parachutistes russes. Je veux dire, la majorité... Ça, c'était les fameux soldats déguisés un peu, là, qui n'étaient pas ouvertement l'armée russe. Là. Non, il était pas ouvert. Il manquait un drapeau. Il manquait qu'un drapeau pour que ça soit ça, parce que l'équipement qu'ils utilisaient était de nouvelle génération, était complètement neuve au niveau de la force russe. Puis la majorité des unités militaires russes, même les troupes régulières, les troupes qui ont des contrats et tout, n'utilisaient même pas encore cet équipement-là. Donc, comment un groupe paramilitaire de la Crimée aurait pu avoir tout cet équipement-là comme ça quand on sait bien que quand ça va mal financièrement, les Russes vont vendre beaucoup de stock. Mais... je veux dire, c'est inconcevable. Donc, oui, il y a eu de l'ingérence russe, c'est sûr et certain. Au niveau de la Crimée, par contre, je crois quand même, dans le fond de mon cœur personnellement, que oui, il y a eu de l'ingérence, mais que le résultat du vote est véridique. Parce que c'est quoi? C'est le référendum qu'il y avait eu en Crimée pour que les citoyens de la Crimée puissent dire... rejoindre, oui, en fait, la Crimée. Exactement. C'est 98%. 94% des gens. La Crimée, ça fait partie du territoire ukrainien depuis 1954. Oui, c'est ça. Ça a été donné par Khrouchtchev, mais il y a toujours eu Sébastopol, qui était un port... Puis même ce port-là, c'est ça. Il y a toujours eu une entente entre les deux pays pour que la base russe reste là. Mais c'est quand même fou comment... puis je faisais mes petites recherches hier là, sur notre sujet pour me mettre au jus. Mais il y a personne qui parle de l'annexion de la Crimée comme étant autre chose qu'une invasion russe et comme une ingérence puis comme une prise de territoire illégale aux yeux au regard du droit international, alors que on retourne jamais au référendum populaire, qui est à 95% pour retourner dans la Fédération de Russie comme région autonome, ceci dit. Mais et on s'entend à 80% de participation. C'est pas, je veux dire... On espère même pas, on espère à peine d'arriver proche là, dans nos élections au Canada, aux États-Unis. Donc, t'as pratiquement 80% de la population en âge de voter qui ont voté pour la réunification avec la Russie. Je veux dire, même avec un effort de propagande incroyable, c'est pratiquement impossible. Je veux dire, il y a toujours eu une volonté de la Crimée de retourner comme un territoire russe parce que sa population,
parle russe. Sa population a une culture russe parce que ça l'a fait partie de la Russie pendant extrêmement longtemps. C'est ça. Ceci dit, c'est sûr qu'il devait avoir quelques... j'ai juste le mot anglais en tête. Incitatifs. Ben oui, c'est sûr. C'est ça qui se passe quand on fait des recherches en anglais. Hein? Puis là, t'arrives en français, c'est ça. Là, le monde académique, c'est souvent en anglais pareil. Voilà. Bref. Tu sais, veux pas, t'as une région qui culturellement se rapproche de la Russie, mais économiquement, j'avoue que j'irais parier pour me rattacher au grand territoire russe puis à l'État centralisé russe qui a quand même beaucoup plus de moyens, je dirais, que l'État ukrainien. Effectivement. Tu sais, je me dis, puis bon, la Crimée, on sait que c'est très riche en pétrole, très riche en ressources naturelles. C'est une zone de tourisme aussi, là, qui est quand même non négligeable. Mais je me dis, qui va pouvoir me fournir le meilleur contexte ou les meilleures subventions économiques pour des infrastructures, pour développer la région? À mon sens, ça va être le gouvernement russe. Puis t'as malgré les sanctions occidentales, ça, c'est sûr que t'as une base navale de ta flotte. T'as ta deuxième flotte la plus importante qui est sur ce territoire-là, qui contribue à l'économie de façon régulière. Je veux dire, il va y avoir des gens qui vont travailler sur la base. C'est pas juste des militaires qui travaillent sur les bases militaires. Là. On va avoir Ça crée une vie économique. Le Tim Hortons à Shannon, là, pourquoi qu'il run, man? C'est les militaires. mais c'est vrai. Je t'en plains quand je suis là, mon petit marde. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Je veux dire, effectivement. Le Tim Hortons, anecdote, le Tim Hortons... T'as plus qu'une station d'essence à côté, il est content, man. Ben, le Tim Hortons, là, sur la base, là, juste pour vous dire, c'est le deuxième plus actif au Canada. OK, hey, my God. Tu sais, je veux dire, à 8 heures le matin, ils ont fait leur chiffre d'affaires. Wow. C'est quand même une rude compétition. Il n'y en a pas 4 des Tim Hortons au Canada. Là, non, mais tu sais, ça vous donne une idée comment qu'il y a une consommation de café de fou qui est faite par la base. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est... Mais tu sais, c'est un bon point pareil, là, c'est vrai. Là, puis rapidement sauter là-dessus, là... Je vais faire un parallèle avec une autre émission qu'on a eue où on parlait d'Israël et de l'élection en Israël. Puis souvent, de l'extérieur, on perçoit la politique étrangère d'Israël comme étant l'enjeu de l'heure. Mais souvent, tu sais, les gens veulent que leur vie aille aussi bien que possible, veulent avoir accès à des soins de santé, veulent avoir un niveau de vie Canada. Ce qui fait que, tu sais, nécessairement, effectivement, si, entre guillemets, les gens en Crimée se disent, bon, ben, j'ai deux choix. Oui, je peux comprendre qu'il y a clairement un aspect identitaire, tout ça, mais si tu dis, regardez, ma vie va être meilleure si la Russie assure sa souveraineté sur la Crimée, ben, écoutez, on s'entend, il y a quand même des instances où des gens disent bon, ben, il n'y a pas beaucoup de liberté politique, pas beaucoup de liberté de presse, tout ça, puis je pense que c'est des choses qui méritent. Il y a en Ukraine aussi. C'est ça que vous compreniez. Je veux dire. Ils sont quand même habitués. Ouais, c'est ça. C'est sans vouloir banaliser la chose, là. Ils sont quand même habitués à de l'autorité. On passe pas dans la Norvège à un régime autoritaire. Puis même avant l'Union soviétique, là, je veux dire, la culture démocratique libérale en Europe de l'Est est arrivée. Et si elle est arrivée, c'est tellement plus tard que le reste de l'Occident. C'est après la Deuxième Guerre mondiale en Pologne. Bon, c'est ça. Mais il ne faut absolument pas négliger le côté culturel parce que pour les Slaves, pour la culture russe est très, 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 très forte. Le patriotisme est incroyable. Je veux dire, il y a du monde qui serait probablement prêt à peut-être même voir leurs conditions de vie diminuer pour réappartenir au motherland, là, je veux dire, à la Russie. Là. J'avais fait une recherche il y a à peu près un an, un peu sur la Russie, les Russes, puis leur perception d'eux-mêmes, puis leur perception du monde en général. Je trouve ça fascinant de voir qu'il y avait quand même à peu près 55% des gens qui disaient avoir une certaine nostalgie du fait d'appartenir à une grande puissance. Puis en fait, on fait référence à l'Union soviétique, tu sais. Puis c'est vrai que si tu reviens... On dit, bon, on voit la Russie aujourd'hui, puis la Russie, je pense, est redevenue un joueur qu'on doit considérer dans les relations internationales. Mais si tu reviens en 1997... Mais tout le monde s'en fout de la Russie, puis il n'y a rien, puis l'économie est complètement à terre, tout ça. Fait j'ai l'impression que ça, du fait qu'il y a une affirmation nationale, oui, ça crée une espèce un orgueil, un sentiment, oui, de l'espèce de grandeur perdue, puis que oui, peut-être qu'ils retrouvent un peu cette idée-là d'appartenir à une grande puissance en général. Oui, effectivement. Puis c'est pour ça que je vous dis, là, c'est absolument non négligeable. En fait,
C'est même probablement... En fait, il y a eu beaucoup d'accent qui a été mis là-dessus parce que c'est là qu'on a commencé à voir Poroshenko qui venait d'être élu. Là. Ça faisait pas longtemps qu'il était élu. Là. C'est arrivé pas mal en même temps. T'sais. Mais que lui déjà affirmait ses politiques. Ouais, c'est ta première semaine, tu t'es annexé. Je vais aller en vacances. Là. Mais... bon, tu m'as fait perdre mon idée, bâtard. C'est quoi je disais? On parlait de Poroshenko. Oui, c'est ça. OK, je l'ai. Excusez. Okay, en fait, quand Poroshenko est arrivé au pouvoir, il avait déjà commencé à parler d'enlever la langue russe aussi des communications officielles ukrainiennes. Déjà ça, c'était un affront incroyable. C'est sûr que ça galvanise le nationalisme. Là. C'est clair. Si t'es fier, t'es de descendance russe, tu parles russe, clairement. Puis il faut comprendre aussi le contexte politique 2013-2014. Je veux dire, la raison pour laquelle il est arrivé au pouvoir, c'est parce qu'on a destitué un président qui avait un peu trahi la nation, ou du moins la nation qui voyait d'un très bon œil les rapprochements avec l'Union européenne. Oui, c'est clair. Là, dans le fond, une des sources, le début de manifestation qui s'est faite, c'est parce que c'est quoi son nom déjà avant Poroshenko, Yanukovych était en négociation avec l'Union européenne pour intégrer une zone de libre-échange avec l'Union européenne, et il a coupé de façon quand même raide et impromptue, disons, les négociations avec l'Union européenne pour finalement se rapprocher avec la Russie. Tu sais, une espèce de pivot à 180 degrés direct. Et c'est là que tout le contexte d'instabilité a commencé à s'installer tranquillement. On parle de quelques centaines de manifestants au début. S'en suivent les partis d'opposition qui viennent les supporter. Donc le mouvement prend de l'ampleur. Et évidemment, dans un mouvement qui prend de l'ampleur, qui vient utiliser ce contexte-là, des casseurs, des gens radicaux. Non, mais le radicalisme, c'est des gens qui vont venir mettre la goutte qui va venir faire déborder le vase, c'est-à-dire la goutte de la violence, la goutte de la préparation, de l'opposition. On amène l'opposition un cran plus loin. Puis étrangement, ces leaders-là du mouvement plus radical, violent, c'était un parti néo-nazi qui avait des relations avec l'Occident étrangement cordiales, disons, pour un parti néo-nazi. C'est ça. Mais je vous aime pas, mais vous autres, vous êtes pas trop pire. C'est ça. Bon, on tombera pas dans des conspirations. L'Occident a créé la crise en Ukraine. Non, mais est-ce qu'il y a eu un rôle à jouer? Oui. Je pense qu'on peut dire de manière non controversée que oui, l'Occident, comme les Russes, vont souvent s'allier avec les gens qui vont être du côté de ce que vous poussez. Donc oui, c'était des entités de droite. On met de côté nos principes parce qu'on mise sur cet insurgent-là pour dire il va réussir à défendre nos intérêts contre la Russie. Là, on peut parler de l'histoire des États-unis en Amérique latine, mais on pourrait en parler longtemps. Il y a eu alignement politique parce que c'était convenient sur le moment, puis qu'on a profité de ça pour faire avancer nos propres idées politiques. Ceci dit, donc, on destitue le président qui se rapprochait trop de la Russie pour en élire un nécessairement qui va utiliser ce contexte-là pour être foncièrement pro-Union européenne et dire non, c'est catégorique, on se rapproche de l'Occident, point barre. Mais se raffirmer dans ses positions va impliquer que ton opposant va se raffermir dans ses positions. Effectivement. Et Russie en 2014, c'est pas la Russie en 97, nous en 2004. Donc, on s'exprime, on montre au reste du monde que on va avancer nos intérêts coûte que coûte. C'est un gros statement russe d'avoir été capable d'annexer un territoire ukrainien après l'Euromaïdan en faisant ça de façon tellement rapide, en jouant les bonnes cartes, que même encore aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu. Là, je veux dire, il y a des pays qui vont le dénoncer, mais il n'y a aucune action concrète à part des sanctions économiques, évidemment. Là, mais ça rejoint ton argument du rapprochement culturel. Je veux dire, il n'aurait jamais pu faire ça, ce témoignage de puissance-là. Il n'aurait jamais été capable de le faire dans une zone qu'il n'aurait pas accueilli à bras ouverts. Je veux dire, le Donbass, c'est encore une zone de combat. Pour cette raison-là, c'est collé à la Russie, c'est une population majoritairement russophone, certes, mais c'est pas la Crimée, c'est pas la même chose du tout. Je vais faire la vulgarisation la pire au monde. Là. C'est comme si demain matin, on demandait au Québec d'abandonner le français et d'utiliser que l'anglais.
c'est exactement ça. C'est exact. Puis que la France. On va affermir le fédéralisme au Canada. Là, t'as people in trouble, man. Ouais, yes, I know, toaster. Mais non, mais c'est ça. Puis là, tu aurais un pays comme, mettons, la France qui a eu des intérêts énormes, je veux dire. Qui vient supporter la meute. Ouais, c'est ça. Mais pour attiser les divisions civiles. Non, mais c'est vrai. Il faut construire les alliances, là. Fédération des Québécois de Souche, franchement, là. C'est des Québécois fiers. Des manifestations pro-francophones dans la ville de Québec. La meute se fait armer par la France. Le nouveau quartier général, c'est Saint-Vidéotron. Le Québec devient un pays. Hey. C'est par la violence, les amis. Aux armes! On va les avoir, nos Nordiques. Hein? Non. Fred, c'est instrumentalisé par la meute, là. Non, mais, tu sais, pour revenir au sujet, là, parce que là, vous l'échappez solide. Mais, tu sais, c'est vraiment ça. Là. C'est comme si demain matin, on exigeait aux Québécois d'arrêter d'utiliser notre culture, d'avoir notre culture, d'arrêter de parler français, puis de commencer à vivre qu'en anglais. Là. Exact. Il y aurait une révolte totale. Puis c'est un peu la raison derrière tous les événements crimés. Puis là, c'est sûr que les Russes étant opportunistes, je veux dire, ils sont pas caves. Là. C'est sûr qu'ils ont été en mesure de pouvoir faire de l'ingérence, aller supporter cette montée-là. C'est un peu comme la CIA a fait tu sais, je veux dire, les Américains ont été très critiques envers ça, mais s'il y a un pays qui a influencé des élections en ayant des membres sur le terrain, c'est bien les Américains. Là. Je veux dire, l'Amérique du Sud a été construite pratiquement là-dessus, là, sur des agents de la CIA qui payaient du monde à gauche et à droite. Là. Bref, malheureusement, on a déjà débordé un petit peu de notre demi-heure, mais la discussion était tellement intéressante que je n'ai osé l'arrêter. Alors sur ça, on se quitte pour une petite pause et on revient dans 2 minutes pour parler des États-Unis, d'élections, de possible impeachment. Alors, merci d'être à l'écoute d'Horizon Stratégique. On vous rejoint dans pas trop longtemps. Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là. Ouais, tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives. Ah, ok, ouais, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatives. Bon, puis pour finir, tu pourrais leur raconter la fois au chalet. Ok, d'abord, l'année passée à mon chalet. Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Chiz 94.3. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Le lundi soir, dès 18h30, c'est des kiwis et des nerds, l'émission de ceux qui n'ont pas de REER mais qui font assurer leur compte Steam. Au menu, pas de parlour royale, mais une saine dose de comic book, science et techno, cinéma et jeux vidéo. Pour tous ceux qui pensent qu'on court plus vite avec un couteau dans les mains, ça se passe le lundi 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle des Terres du Milieu. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Écoute locale avec Chiz 94.3. Rebonjour tout le monde, ici Frédéric Aubé pour la deuxième partie de l'épisode d'Horizon Stratégique. J'espère que vous êtes toujours à l'écoute. Avec Jonathan Wade et Simon Pagé de Varenne. Hey, je sais pas ce qui se passe, là, je suis comme en bug en ce moment dans ma tête. Donc on passe au deuxième sujet, les États-Unis. Oui. As-tu avec ta Wikipédia? 350 millions de personnes, 10 millions de kilomètres carrés. Ah oui, mais statistiques géographiques et démographiques, non. Touche 3 océans. Malheureusement, les États-Unis, je l'ai pas fait. Là, je me disais qu'on allait assez maîtriser notre sujet. Donc, depuis, je pense, le premier jour de l'élection de Donald Trump, on parlait de potentielle destitution. C'est un peu le rêve de plusieurs depuis longtemps. C'est vrai. Hein? Ça a été ça a été un petit peu abandonné dans les premières années parce que Mané, bon, à part dire des âneries, il n'y avait pas grand-chose de sérieux. Par contre, dès le début... Des âneries démocrates. Ceci, en même temps, les républicains disent des âneries. En tout cas, bref. T'en comprends pas. Hein? Pour ceux qui comprennent pas, l'âne, c'est le symbole du Parti démocratique. Du Parti démocrate aux États-Unis. Donc, dès le début de sa campagne, dès le début de sa présidence,
on commence une investigation, une enquête plutôt, le mot français, sur une potentielle collusion avec des représentants de la Russie ou directement Poutine lui-même dans l'interférence russe dans les élections 2016 qui aurait aidé Trump à accéder au pouvoir. Il y a eu une foulée d'événements là-dedans pour aller justifier cette ingérence-là, pour aller justifier la collusion, puis la connaissance de cause, puis l'aspect très criminel, dans le fond, des agissements de Donald Trump là-dedans. Ça a duré 2 ans? 2 ans et quelques, et plus presque. Ouais. Ça a longtemps été qualifié du côté républicain de hoax, de witch hunt. Tous les moyens ont été bons. On a failli renvoyer Mueller. Ça a été une menace faite fréquemment par Donald Trump. Et là, finalement... il y a eu plusieurs arrêtations, il faut le dire, ceci dit. Je pense qu'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu 37 liés d'une façon ou d'une autre à cette enquête. Oui, puis quand même certains très proches de Donald Trump, comme son avocat personnel, ce qui est quand même pas rien. Ceci dit, le rapport a été enfin publié, je ne me souviens plus quand. Il a été terminé, il a été présenté à William Barr, l'Attorney General. C'est quoi en français, ça? C'est l'Attorney Général. Non, mais c'est ça. C'est William Barr, en fait, qui a eu, en fait, je pense, et là, je dis ça comme ça, a eu un résumé, et le fameux résumé de 4 pages a été fait par William Barr, présenté aux États-Unis. Au Congrès. Au Congrès, souvent. À partir du résumé que Mueller a fait. Là, ce qu'on a en ce moment, on a eu le rapport complet, celui de 400 quelques pages. Bon, après ça, écoute, je pense que la pire chose pour Donald Trump, ça a vraiment été le fait que à plusieurs reprises, il a officiellement demandé à des individus qui avaient le pouvoir dans son administration de renvoyer Robert Mueller, le congédier. Puis ça en soi, en fait, les gens ont refusé. Donc on a appris après coup que les individus qui sont fait demander de le tasser ont refusé. Et je pense que c'est un peu ça l'idée générale de l'idée d'impeachment, comment ça pourrait être justifié, c'est que c'est une forme d'obstruction à la justice, probablement objectivement. Pour revenir concrètement, dans le fond, c'est que... Procureur général. Voilà. Ce que le rapport aura dit, c'est... il n'a pas prouvé, hors de tout doute, qu'il y avait collusion directe. Voilà. Il n'a pas prouvé, hors de tout doute, qu'il y avait obstruction de la justice, mais il n'a pas prouvé, hors de tout doute, qu'il n'y en avait pas. Voilà. C'est ça le côté tricky de la chose. Ouais, exact. Et là, puis ça, je cherche à savoir, il faudrait l'interviewer probablement à sa retraite quand tout ça sera déclassifié. Comment je pourrais dire ça? Mueller était probablement dans une impasse où lui ne pouvait pas accuser directement le président ou indictment. Là, encore une fois, je ne saurais pas c'est quoi la traduction parfaite. Et donc, il s'est dit, je vais remettre ça au Congrès. Le Congrès va décider. On s'entend aux États-Unis, le check and balance, c'est un petit peu ça. Donc, on s'en remet au Congrès pour comme un peu vérifier... J'ai juste l'anglais en tête, c'est l'enfer pour garder le président en check. Oui. Pour dire, s'il fait des gestes qu'on condamne, ben on va employer des moyens, des mesures pour le punir, carrément. C'est un bon move aussi d'avoir fait ça, là, je veux dire, d'aller du côté législatif, vraiment, parce que on sait quand le rapport a été publié, il y a eu le président a demandé d'avoir accès au dossier, au rapport avant tout le monde, un privilège exécutif, si on peut dire. Donc, ça a eu le temps de prep les médias. Effectivement. En masse. Mais c'est ça. No collusion, no obstruction, total exoneration. Et voilà. Ça a été les trois, le slogan républicain jusqu'à temps que le rapport soit publié au complet. Là. Mais là, de voir Mueller aller déposer ce rapport-là du côté de l'Assemblée législative qui est démocrate, je crois que c'est un très, très, très bon move parce que ça va vraiment ramener, comme tu dis, là, une balance des pouvoirs assez importante. Là, après ça, là, je pense que c'est là la question qu'on doit se poser, c'est
est-ce que potentiellement, est-ce qu'il y a quelque chose de criminel là? Est-ce qu'il y a possibilité que, techniquement, un président puisse se faire tasser pour ça? La réponse, c'est oui, probablement. T'sais, Bill Clinton a été tassé parce qu'il avait menti sur le fait qu'il avait couché avec moi, en tout cas. Oui. Bon. Mais le fait demeure que, là, c'est ça qu'on peut discuter, mais je pense que du point de vue démocrate, de travailler sur un impeachment là-dessus, en ce moment, à un an et demi des élections, à peu près un an et demi, et surtout comment je dirais, à un moment où, si vous faites ça, si vous commencez à faire d'avoir des discussions au Congrès sur est-ce qu'on fait l'impeachment de Donald Trump, vous venez d'empêcher un paquet d'autres discussions qui peuvent se faire en même temps. Puis j'ai l'impression que, tu sais, par exemple, dans le cas des différents débats au sein des démocrates, ben ça va être, au lieu de dire est-ce qu'on se bat pour le système de santé pour tous, est-ce qu'on se bat pour, je sais pas... au lieu d'être vraiment constructif puis d'avancer un plan, une vision pour la gouvernance des États-Unis, on amène un plan un peu de destruction, un plan d'opposition. Écoutez, c'est même pas dit que parce que les procédures sont énormes, là, c'est extrêmement long là, de faire un impeachment, donc c'est même pas dit que ça commençait aujourd'hui puis éventuellement qu'on pourrait pas le destituer 2 mois avant l'élection. Donc à un certain point la question se pose de est-ce que c'est réellement pertinent du point de vue des démocrates? Moi je pense que ça serait une erreur assez fondamentale de se dire on va mettre tous les œufs dans le même panier. Après ça, il peut y avoir discussion d'impeachment sans qu'il y ait procédure. Si vous voulez avoir des discussions, moi ça me fait bien plaisir, puis je pense que ça peut se discuter. Ceci étant dit, cautionne ça les discussions. Je cautionne les discussions. Cautionne que le Congrès peut en parler. Speech. Non, mais ce qui est intéressant après ça, puis là, je vais sauter un petit peu là-dessus, c'est que il faut nécessairement qu'il y ait des républicains qui soient d'accord avec l'impeachment. S'il devait y avoir impeachment. Là, je me rappelle bien, impeachment, lors de vote, c'est 2/3. C'est 2/3 de la majorité. Au Sénat. Voilà, OK. Au Sénat. Parce que dans le fond, la procédure va partir de la Chambre des représentants. Ça sera pas difficile. Ça, c'est une majorité démocrate. Ouais, exact. Mais pour que ça passe, ça prend un vote aux 2/3. Majorité qualifiée qu'on appelle. Oui, c'est ça. Et ça, il n'y a pas 2/3 de démocrates au Sénat. Il faudrait convaincre une bonne dizaine de républicains. Mais ça vaut même pas la peine, comme tu dis. La position démocrate présentement est tellement excellente vis-à-vis les prochaines élections. Il y a la Chambre des représentants qui est redevenue démocrate, qui va remettre un certain ballon entre l'exécutif et le législatif. On a des candidats qui ont des super bonnes idées. Vous autres qui êtes pas... vraiment pas pratiquement pro-Bernie. Mais tu sais, je veux dire... Je m'afficherais pro-Bernie quand même. Mais tu sais, je trouve qu'il y a des politiques... On va donner nos billets tout de suite à nos auditeurs. Je suis allé chez la coiffeuse dans la semaine puis j'ai demandé... la coupe Bernie. On va faire un trou au milieu, on va couper les cheveux blancs puis tu me coiffes avec une balloune. Non, mais tu sais, c'est... d'amener ces nouvelles idées-là vis-à-vis un speech complètement ridicule. Ils sont dans la meilleure position pour aller reprendre la présidence. Donc, aller se lancer dans des procédures d'impeachment, ça va juste ils vont creuser leur propre trou parce que là, tout le monde va aller... C'est pas très fair play du point de vue du jeu politique, mais on pourrait défendre le fait que c'est le timing et le jeu politique n'ont rien à voir là-dedans. Parce que si on prend ça du côté du droit, vraiment, de dire, regarde, là, on a un président qui a potentiellement commis un crime. Bon, crime, il peut paraître un peu pas très grave, c'est-à-dire celui d'avoir obstrué la justice, de ne pas avoir coopéré. N'empêche, ça peut amener des précédents, tu sais, puis dire, si ça passe ça, quoi d'autre peut passer par après? Bon, c'est un peu un argument vide là, que je dis bon. Non, mais t'as absolument aujourd'hui, raison. On commence avec ça, après c'est pire. Mais sauf que les Américains présentement, ils veulent pas ça. Mais l'idée c'est que si tu bâtis ton cas de façon assez solide pour qu'il y ait cette preuve-là de tout doute d'obstruction de la justice, parce que regarde, Mueller c'est une chose là. C'est un individu qui interprète le droit, qui a mené son enquête. On s'entend, là, c'est un travail de moine qu'il a fait, son équipe aussi. Mais ils ne détiennent pas la science infuse, surtout pas dans le droit qui est tout sauf une science. Donc, l'interprétation du droit, c'est quand il y a quelque chose de subjectif dedans et
selon le rapport, ça pourrait être interprété comme de l'obstruction de la justice. Absolument. Il a refusé de coopérer à maintes reprises. Il a menacé de renvoyer Mueller, même s'il avait le droit de le faire. Il y a quand même une certaine... Puis là, je suis pas du tout en mesure de faire cette analyse-là, mais... Il y a une possibilité. Et certains candidats, comme Elizabeth Warren, justement, appellent de façon virulente, là, comme agressée. Pas virulente, c'est pas le bon mot, mais elle est catégorique. Il faut entamer ces procédures-là pour des raisons de respect du droit et de respect de notre Constitution. Je suis d'accord. Et ça, c'est un point. Tu as une Constitution là, qui est pas là... Qui est pas là pour répondre au timing politique puis au gars, elle est là pour être respectée. Parce que c'est vrai que si tu crées en soi, on peut faire l'argument un peu circulaire, c'est-à-dire si tu crées un précédent de faire un impeachment pour un petit crime, tu crées un précédent parallèlement. Si tu crées un précédent du fait que tu ne fais aucune procédure du fait de ce qui semble être effectivement un crime, tu sets une deuxième norme à mon sens. C'est certain que ce rapport-là devrait être revu par la Cour suprême, ça c'est sûr, peut-être même l'Assemblée constitutionnelle. Il faudrait que ça soit... Après ça, puis là, on va entrer dans la game politique plus. Ce qui est vraiment intéressant aux États-Unis, c'est quand on regarde, mettons, le taux de popularité de Donald Trump qui est à 35-7%, qui a perdu quelques pourcentages depuis le rapport Mueller. Ce qui est franchement intéressant, c'est que Donald Trump, au sein du Parti républicain, il est extrêmement populaire. Puis ce qui est franchement terrifiant, je pense, pour les gens qui sont au Sénat, qui sont républicains, c'est que si tu es au Sénat et tu votes pour l'impeachment de Donald Trump, par exemple, ta carrière politique, elle est terminé. Ça, ce qui est drôle, c'est que là, justement, tu as un paquet de républicains qui se retrouvent dans une position où ils n'aiment pas nécessairement Donald Trump, n'aiment pas nécessairement le personnage et en fait, veulent le critiquer, mais le font tellement de manière polie parce qu'ils savent très bien que les hardcore Republicans aux États-Unis sont tellement en ligne avec Donald Trump. Puis je vais aller un peu plus loin avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on regarde maintenant des Jeb Bush, lui, il dit Donald Trump, je suis pas sûr de lui. Il y en a qui ont été un petit peu plus affirmés contre lui. Par exemple, Mitt Romney, tout ça, vont être critiques de Donald Trump. Ce qui est hallucinant, c'est que les seules critiques qu'ils ont contre Donald Trump, c'est il est pas fin puis il tweet des choses méchantes. Parce que quand on regarde la politique concrète, là, je cogne sur du bois, là, mais la politique concrète, c'est tout à fait en ligne avec les républicains. Ce gars-là déréglemente comme un malade, un paquet d'affaires, a éviscéré l'Agence de protection environnementale, a proposé littéralement la semaine passée, je pense, de doubler le budget militaire. Et hard sur l'immigration. Ça, c'est la politique républicaine. Donc oui, peut-être qu'il y a un style qui est un petit peu qui est plus abrasif, tout ça, qui est plus controversé. C'est du populisme. Mais après ça, je veux dire, soyons francs, là, ce gars-là, c'est un classique républicain. Là, il est en ligne, entre guillemets, à part potentiellement sur des enjeux de libre-échange où il semble être plus protectionniste que, mettons, les républicains comme Mitt Romney. Pour le reste, sérieusement, là, que Jeb Bush soit halluciné qu'il n'y a plus de respect aux États-Unis. Hey buddy, genre, excuse-moi, là, genre, ça fait 50 ans que votre parti pousse des propagandes racistes. Le speaker Ryan, qui est un vrai républicain, là, un vrai hawk, là, tu sais, mais n'avait aucunement une bonne relation avec le président Trump parce que il y a des choses que oui, ça va rejoindre, mais des choses qui sont extrêmement différentes. Mais pour le bien du parti, si on peut dire, ben... J'ai écouté Noam Chomsky il n'y a pas trop longtemps. Oui, il était dur à suivre. Mais il parle depuis 25 ans, par exemple. Mais n'empêche, il y avait une très bonne analyse de toute cette situation-là, un petit peu de la réalité du Parti républicain aux États-Unis. Je pense, vas-y. Comment? Je pense que je sais de quoi tu parles, vas-y. Oui, OK. Là, encore une fois, j'ai un mot anglais en tête, constituencies. Dans le fond, là, c'est à qui le Parti républicain répond, dans le fond, rend des comptes. Exact. À qui il rend des comptes? Mais d'une part, c'est ceux qui le financent. Le parti. Le parti étant la somme des candidats élus. Ils sont constamment en campagne électorale et ils ont besoin constamment de fonds. Et ce n'est pas conspirationniste, mais pas l'ombre de... Pas du tout. C'est su. Si on gratte minimalement, on se rend compte qui a derrière le financement de ce parti-là. Ouais. Et ils ont des intérêts très clairs. C'est des intérêts d'une classe économique, d'une élite de millionnaires. Je veux dire, c'est des oligarques. C'est des oligarques. C'est comme on parlait en Ukraine, c'est la même chose. C'est drôle qu'on en parle, comme on dit oligarches. Je m'excuse, Parti républicain, ce sont que des oligarques. Mais là, l'idée, c'est que d'un côté, eux permettent aux candidats d'accéder
au pouvoir sur le plan financier. On leur donne les moyens de leurs ambitions. Ceci dit, à un certain point, ces oligarques-là ont quand même peu d'emprise sur le vote populaire. Ouais. Et si tu perds le vote populaire, tu perds le vote populaire. Tu sais, à un certain point, cette stratégie de financement-là, c'est pas au vu et au su du grand public. Ce l'est quand tu grattes, mais ce n'est pas affiché, ce n'est pas affirmé. Je pense qu'avec les Bernie Sanders de ce monde, ça commence à l'être. C'est-à-dire cette idée-là que... De transparence, oui, un petit peu de transparence, mais je suis d'accord avec toi qu'écoute... Mais là, l'idée, c'est de dire que le Parti républicain avait perdu énormément l'aspect vote pour être maintenu au pouvoir et pour que les intérêts de ces oligarques-là soient respectés par l'établissement de politique. Bon. Comment on va chercher ces votes-là? Il faut se redéfinir. Après 8 ans d'Obama, après 8 ans de Bush aussi, qui a mené à, qui s'est terminé quand même avec la crise financière. Je veux dire, il faut redessiner le parti envers lequel la population a perdu confiance. Bref, Donald Trump arrive avec cette méthode complètement différente d'aller chercher des votes. Il réussit et la roue tourne. La roue tourne et il reprend les mêmes politiques. Comme tu dis, c'est une continuité flagrante dans la politique républicaine. La politique intérieure, ceci dit. Ouais, on s'entend que le Make America Great Again, la personne qui a proposé ça, le MAGA, ça l'a probablement... C'est probablement une des raisons pourquoi Donald Trump a gagné ses élections. C'est un marketing incroyable. Qu'on le couvre d'or. Parce que tu t'en vas là, au Dakota du Sud, là, tu veux entendre Make America Great Again parce que t'es soit un fermier qui voit de l'importation de fou, qui est plus capable de vendre ses affaires. Fait que, je veux dire, c'est le message parfait pour aller chercher le plus de monde possible. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, en campagne, sérieusement, là, maintenant qu'on enlève le racisme là, assez terrible de plusieurs discours Donald Trump, quand on regarde, on parle de lorsqu'il était candidat, il y avait vraiment un discours populiste économique. Puis justement, par exemple, tu regardes la Rust Belt a vraiment été endommagée par l'ALENA, entre autres. C'est-à-dire que tu as un paquet de gens qui ont eu beaucoup de difficultés à retrouver des emplois après. Puis bon, là, je vais vous donner mon cours d'agroéconomie, mais en gros, on aurait apparemment aujourd'hui atteint à peu près, en termes de gains-pertes, on aurait à peu près atteint l'équilibre zéro. Le fait demeure que... Attends, en termes de gains-pertes, on parle de quoi? On parle d'emploi, on parle de perte d'income pour un paquet de gens. Puis en fait, l'idée, c'est que ça a vraiment comme ça a décimé des régions des États-Unis. Midwest, la Rust Belt et compagnie. Détroit était déjà un peu un... Ouais, mais on s'entend. Là, mais l'idée, c'est Donald Trump est allé dans ces régions-là et a parlé à ces gens-là en disant les élites de Washington ne vous ont pas écouté. Puis tu sais, il avait quand même raison, là. Mais après, ce qui est drôle, c'est que là, en 2020, il va falloir qu'il retourne dans ces endroits-là où concrètement, il n'y a pas eu de changement. Le commerce du charbon n'a pas recommencé particulièrement. Ni de l'automobile. Exactement, l'automobile non plus. Donc, à un certain point, je peux croire que le branding est fort, puis clairement, il a réussi à faire un branding hallucinant dans le Trump, sauf que... il pourra pas utiliser ça. De toute façon, Bernie est passé avant. Déjà, Bernie est au Rust Belt en ce moment en train de se faire une campagne de feu. Exact. Puis, je veux dire, c'est des États qui avaient voté Obama à l'élection d'avant. Il y a beaucoup de l'élection avant 4 ans avant Trump, on votait Obama. Donc, les chances sont que, insatisfaits de ce revirement-là, on revienne à l'autre option. Ceci dit, on va attendre de voir c'est qui est chef du Parti démocrate. C'est qui? Si on se dirige vers ça pour les 5 dernières minutes. Oui. J'ai pas. Je me suis affiché en début d'émission quand même, mais j'ai pas le choix d'y aller pour Bernie. Bernie qui était. Il dit lui-même dans sa campagne qu'il était considéré comme un peu un radical il y a 4 ans. Mais tout à fait. 4 ans plus tard, après les politiques ce gars-là arrive Trump, avec des idées qui pratiquement n'existaient pas dans la chiquet politique. Obama en avait parlé à peine en 2007 de Medicare for All. Puis évidemment, tout de suite, c'était disparu. Là. Mais c'est parce que Bernie n'est pas dans l'idéologie. OK? Même si, non, c'est pas du tout on lui colle l'étiquette là, socialiste. Là. Puis il s'en défait pas. Il précise tout le temps social-démocratie, mais oui, il s'en défait pas. Mais il avance des idées. Il y a des idées, au contraire, justement, des politiques concrètes.
sais, Medicare for All, Free College, tu sais, des trucs comme ça qui augmentation des taxes sur les plus riches et tout. Donc, il arrive avec des idées concrètes. Point final. Qu'est-ce que vous pensez de Kamala Harris, mettons, comme vice-présidente? Je la connais pas. Elle est très verte aussi. Elle est très... en fait, oui, elle a été... pour la légalisation du pot. Ouais. Après ça, elle a quand même un drôle de bagage politique parce qu'elle était... Mon Dieu, j'oublie son poste, mais elle a été... Elle était un prosecutor. Bon, c'est ça. Puis elle a été quand même assez dure d'être en Californie. Après ça, est-ce que ça pourrait être une personne intéressante? Peut-être. Après ça, moi, je ne la pense pas convaincue à ce point-là des idées de gauche parce qu'elle est quand même elle a dit qu'elle était ouverte à l'idée de Medicare for All. Pour Bernie Sanders, c'est pas une question là. C'est oui à 100 milliards de pourcents pour elle et pour d'autres qui sont plus perçus comme des en guillemets establishment Democrats. C'est moins clair. Alors Burke là en fait dans l'allée de centre, là c'est drôle parce que t'avais Beto O'Rourke un bout de temps. Je vais dire là était procureur général en Californie. T'as Beto O'Rourke qui en fait a perdu au Sénat contre Ted Cruz au Texas, mais de très peu. A mené vraiment une belle campagne. Fait penser à Justin Trudeau, lui. Oui, ben en fait, c'est ça. Très beau message, charisme. Démocratie, mais clean cut, là. Mais ce qui est franchement intéressant, c'est que ce gars-là n'a amené à peu près aucune politique. Et là, se fait maintenant taper sa gueule par un autre gars qui a encore plus de Pedro Point parce qu'il est gay. Il parle 7 langues. Il s'appelle Pete Buttigieg. C'est je pense un descendant norvégien. Un citoyen du monde. Mais ce gars-là, écoute, très charismatique, s'exprime très bien, mais pour l'instant, n'a amené aucune politique. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le New York Times a publié un article. Il y a un grand financier du Parti démocrate qui a invité, entre autres, Chuck Schumer, Nancy Pelosi, qui sont les leaders du Parti démocrate au Sénat et au Congrès. Et qui l'ont invité lui. Et la soirée, c'était What do we do with Bernie? Littéralement, c'était ça la thématique de la soirée. Comment est-ce qu'on gère Bernie Sanders? Puis le fait que Pete Buttigieg soit allé, à mon sens, déjà, ça le disqualifie dans le sens où tu viens déjà comploter avec les espèces d'establishment du parti. En 2020, je m'excuse, paraître teinté de l'establishment, je pense que c'est vrai. 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 Je pense que c'est